Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. What's up, college football fans? Bussin' with the Boys is here to let you know that every college football Saturday, FanDuel's dropping profit boosts that can turn wins into bigger wins. Whoa, that's so great. We should rename Saturday Booster Day. Ooh, how about Saturday Boost? What about Boostin' Saturday in the USA? Hear me out. The great FanDuel Saturday Boostacular. Wait, FanDuel's Boosty Boost Saturday. I don't love that one. Yeah, I knew it as soon as I said it. But I love that you tried. Thank you. So Booster Day? Yeah, buddy. Booster Day. FanDuel lets you play your game any way you want with a college football profit boost every Saturday. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Come to DSW for the shoes, stay for the fun. Because let's be honest, if shoe shopping isn't fun, are you even doing it right? So go ahead, try something new. Try something different. Good different. Try something that feels like you. You know, the real you. And then definitely brag about it later. Because at DSW, you've got unlimited freedom to play. With sneakers, boots, and everything in between for every style, mood, and occasion, you'll definitely find shoes that get you at prices that get your budget. DSW, let us surprise you. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Au programme cette semaine, on débriefe de la 3e journée du championnat élite, le début de la Nationale 1 avec les forces en présence, la débâcle des clubs féminins en Champions League et, attention, des infos concernant l'équipe de France A, notamment en exclusivité pour cet épisode. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est mardi et on attaque le 7e épisode de la saison 2 avec, pour commencer, donc on a un petit programme chargé pour cet épisode et on va commencer par l'élite qui jouait sa 3e journée. Une fois de plus, on a un match décalé, donc 7 Marseille qui est reprogrammé le 22 novembre. Premier match qui s'est déroulé, journée avancée, donc match qui s'est déroulé le vendredi soir et Nice qui se déplaçait à Douai et qui s'impose à l'extérieur 13-15, donc des points importants pour Nice. Compliqué pour Douai, une des deux équipes promues avec Bordeaux, et on l'avait annoncé dans des épisodes précédents, l'écart qu'il pouvait y avoir entre la Nationale 1 et l'élite, et ça se confirme dans ce résultat, et Nice, à l'expérience, a réussi à s'imposer. Frédéric, une première analyse sur ce résultat? Douai, après le premier match victorieux à Bordeaux, avait l'occasion de rencontrer une équipe niçoise qui est habituée au bas de tableau ces dernières saisons. Donc c'était une deuxième opportunité, a fortiori à domicile, pour Douai d'essayer de grappiller quelque chose fort de la confiance qu'ils avaient engrangée après leur victoire à Bordeaux. Écoute, ils s'inclinent, mais ils s'inclinent avec les honneurs, 15-13. Nice a fait deux écarts, 8-4. Et puis, écoute, Douai s'est pas démobilisé, revenu à 9-8. Et puis ensuite, ils ont remis un coup de collier, les Azuriens, pour passer à 13-9. Là, on pensait quand même que les carottes étaient cuites. Et puis, et Douai est revenu à 14-13. Donc, 14-13, t'es juste à touche-touche, j'allais dire. Et puis, dans un dernier sursaut, Nice repasse devant 15-13.
mais on était aussi possiblement vers un 14-14 qui nous aurait conduit au penalty. J'aime pas trop les termes de défaite encourageante. En tout cas, Yann Clay pourra travailler là-dessus. Ils n'ont pas été largués du tout contre une équipe supposée quand même être plus forte qu'elle. On l'avait dit, hein, Nice va batailler. Bon, c'est des points importants, hein, puisque voilà, c'est des équipes dans ce bas de championnat qui devraient un peu s'affronter pour ne pas finir dans les dernières positions. Donc, ça se confirme un peu dans ce match. Donc, je pense que Nice est plutôt content de récupérer les points à l'extérieur et bien aidé par sa recrue Tissaï, hein, qu'on en parlait la semaine dernière, j'en parlais, là, qui finit avec 4 buts, hein, Ballas présent aussi, 3 buts, et Skander Bouhaddi aussi s'est illustré avec 3 buts. Bon, après on a d'autres joueurs qui ont participé à cette victoire, contrairement un peu, je dirais, à Douai, puisque beaucoup du scoring repose sur leur artilleur en chef qui avait fini meilleur buteur de la nationale l'année dernière, Omaël Michel, qui finit encore avec 6 buts, mais voilà, pas beaucoup trop d'autres joueurs pour l'aider malgré tout à répartir un peu mieux cette marque et mettre du danger ailleurs que sur lui, quoi. Bon, il en met quand même 6, donc il a pas été trop muselé, je pense, dans ce match, mais moi je pense que Nice fait la bonne affaire quand même. Ouais, alors Christophe, il y a deux choses quand même. Donc Nice est toujours privé de Manatea Mathieu qui s'est fracturé le nez contre Strasbourg. Je le dis, mais je le répète, ils sont en difficulté de rotation ou de fatigue parce que le banc est assez quand même, je vais pas dire faible, mais est pas très très outillé quand même. Alors à leur décharge sur ce match-là, ils ont quand même, si on analyse un petit peu le match, ils ont 14 fautes graves contre eux et seulement 4 contre Douai. Donc 14-4, c'est quand même un écart assez énorme. Les défenses maintenant les équipes défendent un peu toutes de la même façon. Donc Nice qui a été grandement sanctionné, au contraire de Douai. Ceci explique peut-être l'écart de 2 buts, parce que effectivement les zones plus faisant partie des opportunités majeures pour marquer au water-polo. Évidemment, quand tu es à 14-4, c'est quand même plus difficile de créer du danger. Donc écoute, oui, comme tu dis, Nice satisfait de cette victoire à l'extérieur, et puis qui lance sa campagne pour ce championnat. Comme tu l'as dit, Christophe, Omaël Michel, donc 6 buts cette fois-ci, 5 buts la fois d'avant. Les gens sont comme nous, ils regardent les feuilles de match, ils savaient que ce garçon était meilleur buteur du championnat l'année dernière et donc représentait l'arme offensive numéro 1 de Douai. Et puis écoute, ça l'empêche pas de scorer à l'étage supérieur, hein, puisque alors on est qu'au bout de 2 journées, hein, mais pour le moment il y a que Thomas Vernou qui fait mieux, excusez du peu, avec 12 réalisations, et Omaël Michel est déjà 11 buts en 2 matchs, donc à suivre, mais c'est quand même intéressant. Deuxième match de cette journée, donc sur le papier, moi je pensais que ça serait un match facile. Bon, le résultat final peut-être peut le laisser penser, mais ça n'a pas été trop le cas. Donc le Pays d'Aix Natation qui recevait Taverny SN 95. L'année dernière, le match s'était fini par un 13-9. Et cette année, donc, Aix s'impose 22-16, donc plus 6 contre un plus 4 l'an passé. Mais Aix qui a quand même galéré dans ce match, un match très prolifique en but, hein, on peut le voir. Et Taverny qui a été fidèle dans son jeu à ce qu'on avait pu voir l'année dernière. C'est-à-dire un jeu très agressif, ils gardent souvent les mains dans l'eau, et ils ont été sanctionnés par 22 exclusions quand même, contre 13 côté aixois. À noter dans ce match l'absence côté Pays d'Aix Natation, donc Alexis Drahe qui est blessé actuellement, et la présence dans le set de base de Kylian Bress-Fernandez, Johan Scorletti. Si je dis pas de bêtises, il y avait Matteo Lena aussi qui était dans le set pour commencer, donc une équipe assez jeune. Et on a un premier partiel de 3-3 sur cette première période.
et le match qui a eu du mal à se mettre en place des deux côtés. Je pense que les équipes étaient en observation, Aix qui avait besoin de se rassurer par rapport aux résultats en Coupe d'Europe la semaine précédente. Taverny, c'était son premier match, donc peut-être un peu en manque de rythme, même s'ils avaient fait quelques tournois préparatoires. J'ai pu noter dans ce match, il y a des nouveaux côté Taverny. On a Alexis François, apparemment, qui est un beau bébé de plus de 2 mètres, qui aurait une double nationalité, qui joue en Grèce l'année passée. Et un joueur là qu'il faudra suivre, je pense, Andreas Labic, gros shoot, qui marque un très beau but au début. Je crois que c'est même, je sais pas si c'est pas Taverny qui ouvre le score. Un match qui était assez plaisant dans son déroulé, parce qu'il y avait du rythme, contrairement à, on y reviendra juste après. Quelques bonnes surprises dans ce match. Alors, j'ai trouvé un Enzo Nardon assez tranchant. Je trouvais que l'année dernière, il était dans les matchs que j'avais pu voir, on le voyait, mais sans plus. Là, il a pris un peu plus de responsabilité. Il a marqué des buts très intéressants. Le gardien Kitry, d'origine ukrainienne, qui était déjà là l'année passée, qui s'est bien illustré dans la première période, arrêtant bon nombre d'attaques aixoises. Et pour moi, la révélation de ce match, et peut-être le MVP aussi, c'est Kylian Bress-Fernandez. Suite à sa campagne européenne avec l'équipe de France U18, donc rappelons qu'ils ont fini 8e et qui sont qualifiés pour les championnats du monde, qui a pris bien ses responsabilités dans ce match, puisqu'il a marqué 5 buts, et il a été extrêmement présent, passes décisives, défense en pointe, donc très 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 intéressant à suivre. 38 buts, 35 exclusions, ça fait oui, maintenant on a, avec la modification des règles et la réduction du bassin, on va plus se rapprocher de scores, pas de handball, mais on n'est pas loin quand même. Taverny, comme tu l'as dit, qui a un jeu, quand l'arbitrage est, j'allais dire, un peu laxiste ou un peu tolérant, ils arrivent à s'en sortir un petit peu mieux, mais quand tu appliques un peu les règles et que tu arbitres normalement, ils prennent 22 fautes graves. Ces 22 fautes graves, c'est l'équivalent de 7 joueurs à 3 fautes quand même. Donc il faudra, je pense, adapter un petit peu la défense et défendre un peu moins, peu défendre dur sans défendre, sans nécessairement provoquer des exclusions comme ça, parce qu'après les rotations ça me nuise, et puis on perd des joueurs et on perd le fil du match, c'est un peu compliqué. Aix, comme tu l'as dit, sortait quand même de 3 fessées, c'était des fessées sans être méchant, c'était des fessées quand même européennes, ils en conviennent d'ailleurs, j'ai vu les interviews d'après-match d'Alexandre Collin et de Kylian Bress-Fernandez, donc rien de mieux que le championnat pour se remettre un peu la tête à l'endroit, avec en plus la réception d'une équipe qui était, j'allais dire, largement à leur portée. Donc Aix confirme leur bon début de championnat, ils ont 2 matchs de victoire, ils font pas de faux pas. Et puis tu l'as souligné, Kylian Bress-Fernandez qui met 5 buts. Il faudra que ça soit Aix a confié un petit peu les clés de son équipe à la formation. Donc il faudra qu'on s'habitue maintenant et que ces joueurs-là, ils ont 18-19 ans maintenant, c'est à eux de prendre le jeu, Et donc écoute, il est bien sorti de sa boîte, j'allais dire, bien aidé par Matteo Lena, qui va faire du bien à cette équipe, qui va faire du bien à Aix. C'est un joueur qui prend sa chance, qui va vite et qui est intéressant. Et puis écoute, voilà, le Taverny qui ouvrait son championnat avec un déplacement à Aix, c'est quand même pas facile. Tu vas chez le vice-champion de France. Et puis Aix fait l'essentiel dans ce match-là. Voilà. Ouais, tu l'as dit, Matteo Lena qui prend sa place, qui prend sa responsabilité dans cette équipe aixoise, qui a fait quelques apparitions avec le cercle des nageurs de Marseille l'an passé. Ça se sent qu'il est plutôt à l'aise pour jouer en élite. On connaît aussi la formation marseillaise, la formation aixoise, puisque quand on regarde la feuille de match, on voit bien tous les joueurs aixois qui s'y trouvent. Je crois que c'est 6 au total sur l'effectif, donc c'est pas négligeable. Et les jeunes qui sont positionnés d'entrée de match et qui prennent bien leurs responsabilités.
À noter aussi que tous les joueurs aixois ont participé à ce match. Le deuxième gardien qu'on connaît pas trop encore, Alexis Plouzot, qui jouait l'année dernière la Corniche. Donc c'est pas le Cercle des nageurs de Marseille. Beau gabarit, plus de 2 mètres, et qui aurait été formé, d'après les commentaires lors du direct, aurait été formé à Taverny. Donc peut-être un petit passement au cœur pour lui dans ce match particulier, mais voilà, tout le monde a joué, et même le petit Jules Gamara, qui rentre pas souvent, est rentré et a inscrit un but sur penalty. Donc on lui a offert un penalty qu'il a transformé. On passe au troisième match de cette soirée, donc Montpellier qui se déplaçait à Strasbourg, match assez ennuyant malgré le score, donc qui a mis du mal à démarrer. On sait que Montpellier joue un peu sur un faux rythme, et puis ils espèrent rester au contact en déjouant un petit peu le score comme ça. Une première période qui se finit à 5-5, donc qui illustre bien un peu ce match-là, et surtout que Montpellier était en tête. Il y avait 5-3 au score un peu avant la fin de la première période, et ensuite Strasbourg qui s'est un peu mis dans le match, qui a accéléré, qui passe un 5 ou 6-0 d'affilée là, sur un cheval sur 2 périodes, et qui au final s'impose assez facilement aussi, 25-14 au score, en profitant bien de nombreuses erreurs de Montpellier, et surtout la vitesse de déplacement des Strasbourgeois. On sent qu'ils sont beaucoup plus affûtés, beaucoup plus vifs que les Montpelliérains sur ce match-là. On n'a pas trop vu, comme son habitude, le capitaine Mustur. Par contre, le canonnier Irmes a bien pris son rôle à des moments importants, et j'en parlais la semaine dernière, Darko Stojanovic qui a fait du job aussi en pointe, qui a été précieux, mais malheureusement Strasbourg s'impose finalement facilement, et donc Montpellier 2 matchs, 2 défaites pour eux. Juste avant de te passer la parole, on a quand même une belle présence de Adam Furman, qui a été un peu au four au moulin aussi dans ce match, qui a marqué des buts, qui a fait des belles offrandes à ses coéquipiers pour marquer. Dame Mehdi, qui a été très opportuniste, notamment sur des zones plus. 2 fois il finit au poteau, et après il met un joli but. Je crois que tous les joueurs aussi côté strasbourgeois, je vérifie, effectivement, tous les joueurs strasbourgeois ont participé à ce match, puisque Corentin Duthé, à 2 minutes 40, je crois, de la fin du match, est entré en jeu. Ouais, Christophe, écoute, alors certes, tu dis que, et t'as raison, que Montpellier démarre par 2 défaites, mais bon, c'est d'abord ces 2 déplacements. Ils sont allés quand même à Marseille et à Strasbourg. Donc 2 équipes du podium l'année dernière, donc leur saison a pas vraiment, j'allais dire, démarré. Strasbourg était quand même grandement favori de ce match-là. Écoute, ce qu'on dit depuis le début du championnat se vérifie. Il va y avoir un trio, plutôt un duo à mon sens devant. Marseille-Strasbourg, Aix rivalisera, mais je les sens quand même un petit peu derrière. Et puis après, ça va être la foire d'empoigne entre un peu tout le monde. Donc, écoute, Montpellier s'incline, 11 buts d'écart, ça fait quand même, ça fait beaucoup, mais ils prennent un 11-5 dans les 2 dernières périodes. C'est l'obligation d'avoir un effectif de 13 joueurs à peu près homogène. Et donc, Olivier Chandieu peut compter sur une largeur de banc un peu plus étendue que Fabien Vasseur, ce qui explique cela. Donc, écoute, Strasbourg continue sa marche en avant avec un score encore plus large, 25-14, 39 buts. Donc, on va avoir maintenant des équipes dans ce nouveau format. Ça sera pas surprenant de voir des équipes à 20-25 buts avec ce bassin réduit. Écoute, j'espère que ça plaît aux spectateurs. Et en tout cas, il y a des buts, c'est plutôt pas mal. Ouais, puis malgré la
la réduction du champ de jeu, Strasbourg dans ce match qui a passé pas mal de contre-attaques, notamment en fin de match. En 1 minute, il reste 1 minute sur le chrono, ils ont marqué 3 buts et 3 buts en contre-attaque. Bon, plus d'autres pendant le match, mais voilà, il y a eu vraiment une domination de ça. Et bon, il y a eu un petit temps faible à un moment de Strasbourg parce que il y avait quasiment que des jeunes dans l'eau, que ce soit Chionia, les frères Mehdi, Valletta. Donc on sent qu'ils sont moins expérimentés, c'est des jeunes joueurs entre 17 je crois et 19 ans à peu près, donc ils ont besoin encore de s'aguerrir, mais le score permettait à Olivier Champieux de faire tourner son effectif. Exactement. Alors nous étions donc le 27 septembre pour cette 3e journée, et pendant ce temps-là, c'était aussi la première journée de la Nationale 1, avec pas mal de matchs intéressants, en tout cas sur le papier, parce que quand on voit après l'ampleur des scores, ça l'est beaucoup moins. À noter donc en National 1, on a donc 3 nouvelles équipes, donc que ça soit l'INSEP, donc qui s'est reconstitué, La Rochelle et Marseille, et on avait donc pour compenser les montées de Douai et de Bordeaux et la descente de Thionville. Premier match, donc un match un petit peu retardé, donc c'est l'INSEP choisi parce que l'INSEP jouera probablement tous ses matchs en semaine, surtout contre les équipes parisiennes. Et donc premier match Marseille, donc le promu, qui jouait contre Moulins, et là pas de surprise, 20-9. Marseille avec quelques joueurs qu'on peut retrouver aussi en élite, puisqu'on a notamment le jeune Dario Danowski et Audouin de Rivières qui avait participé au match contre Montpellier et qui ce week-end jouait en National 1 avec, on va dire, l'équipe 2, entraîné par Marc Amardeil, à noter aussi, donc Marc Amardeil qui reprend du service en tant qu'entraîneur principal, mais sur l'équipe de National 1. Un match sans trop de surprise, Moulins avait fini juste devant Thionville l'année dernière, donc dernier. On sait que Marseille a un petit peu survolé le championnat de N2 et donc est monté. On sait, comme tu l'as dit, qu'il y a des joueurs qui, les 14, 15e, 16e de l'élite, ceux qui peuvent pas postuler à tout en haut, jouent cette N1, ce qui est très bien pour eux. Donc, un score somme toute logique. Il y a un trop gros écart entre les deux équipes pour qu'il y ait un quelconque suspense. Et donc, Marseille fait le job et commence. Il faudra compter avec eux parce que Douai et Bordeaux sont montés. Je les vois quand même être pas très très loin de décrocher le gros lot, ou en tout cas de s'en approcher. Et une victoire, c'est pas grand chose à raconter sur ce match-là. Une victoire complètement prévisible. Ouais, à noter juste quand même une dernière période qui se finit 8-1 en faveur des Marseillais, donc qui a grandement contribué à l'ampleur du score. Ouais, t'as des équipes qui résistent, et puis au bout d'un moment, quand l'accumulation de la fatigue des joueurs exclus éventuellement pour 3 fautes et tout ça, c'est là ça bascule, et ça, c'est un match de polo, ça dure 4 périodes, et les buts marqués en 4e période comptent autant que les buts marqués en première période. Et donc, tu vois que l'écart se fait au fur et à mesure, et bien souvent, ça craque à la fin. Oui, et comme tu le disais, en partie, c'est que je trouve que ce championnat N1 est légèrement faussé, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu connaître l'an passé, notamment, puisque Marseille et l'INSEP, notamment, sont des équipes qui ne pourront pas monter. Donc, si on avait un Marseille-INSEP premier, deuxième, je pense que l'INSEP ne sera pas deuxième, mais du coup, ça serait 3e, 4e, peut-être potentiellement, qui pourrait monter ou prétendre à monter en élite. Donc, ça pourrait fausser un peu ce championnat quand même. On verra la suite de la saison, mais effectivement, bien évidemment, on peut pas présenter 2 équipes en élite. Donc Marseille, puis l'INSEP est destiné à jouer en N1. Donc l'INSEP, je pense qu'on est un peu plus tranquille entre guillemets. Je les vois pas quand même aller chatouiller en haut. Et écoute, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ces équipes qui font, c'est l'antichambre l'antichambre de l'élite. Il faut avoir des jeunes joueurs qui jouent. C'est ça un peu ce à quoi est destiné un petit peu la N1. Des jeunes qui progressent, qui sont éventuellement repérés
Tu vois, Dario Danowski, il était à Monaco, il est parti là. Matteo Greffilo, il était à Monaco, il est parti à Montpellier. Donc, c'est des joueurs qui peuvent se faire repérer et puis partir en élite, comme ça se faisait avant. Donc voilà. On passe deuxième match de cette soirée. On avait donc un AS Monaco sauveteur de Givors. Donc Givors habitué de cette Nationale 1. Et là, on va dire, on a un x2 puisque Monaco s'impose 24-12, qui n'a pas tremblé puisqu'ils avaient bien lancé ce match par un 8-2, et donc il y avait un 13-5 à la mi-temps. J'étais au match. Alors, Monaco, on attendait de voir. On se rappelle de la saison passée. Ils finissent 3e. On peut penser, en enlevant Douai et Bordeaux, qui seraient logiquement favoris en prétendant pour avoir la première place du championnat. Mais il y a un mec, quand même, ils ont perdu 3 joueurs fondamentaux pour eux. Donc, Louis Lanteriminé, Matteo Agrefilo et Dario Danowski. Alors, il faut aller piocher. Il y a une anecdote quand même sur ce match-là. Il faut aller piocher dans les jeunes du dessous. Les jeunes du dessous, c'est les 2009. Et patatras, écoute, quand l'arbitre a vérifié la feuille de match, il s'est aperçu qu'il y avait 3 joueurs 2009 qui n'avaient pas leur surclassement. Malichev, le frère Apollo Danowski, le frère de Dario, et puis Adam, donc qui n'avaient pas leur surclassement, leur double surclassement. Donc, il a fallu aller chercher 2 joueurs dans la tribune, des 2011 cette fois-ci, donc Valentin Dervieux et Andrew Lanteriminé. Donc, Monaco a joué avec 2 2011. À ce niveau-là, c'est quand même assez rarissime. Et puis, ça, c'était pour la petite histoire. Et puis, écoute, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. J'ai regretté quand même dans ce match-là des coups de sifflet, un arbitrage un petit peu, je vais pas dire sévère, mais il y a une catégorie d'arbitres quand même. Je pense que de leur filer des cartons jaunes et des cartons rouges, ça leur a pas rendu service, parce qu'on est plus près quand même du rôle de shérif à celui d'arbitre. Il faut à un moment donné appliquer les règlements, mais la psychologie doit intervenir aussi des fois dans les prises de décision. Et j'ai trouvé que bon, il y avait des sanctions, en tout cas le carton rouge à un joueur de Givors, je sais pas comment il s'appelle, le carton jaune à Manuel Laversane qui demande juste une explication, le carton jaune entre les joueurs. Un match qui se termine à +12 et dans lesquels il n'y a pas de pugilat, c'est des matchs faciles à arbitrer et t'as pas besoin d'avoir autant de sanctions que ça. J'ai trouvé ça un peu rigide, on va dire. Bussin' with the Boys is here to let you know that every college football Saturday, FanDuel is dropping profit boosts that can turn wins into bigger wins. Sounds like we should rename Saturday Booster Day. Nice. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. There's nothing like being in the stands cheering on your favorite team. Game Time is your hack to unlocking amazing tickets in just a few taps. Plus, their Game Time guarantee means you can trust you'll get 100% authentic tickets at the best price. Fees are always included, so what you see is what you pay. Get the best deals on sports tickets. Download the Game Time app and create an account to start searching for tickets to upcoming games and events. Swipe, tap, ticket, go. Game Time. Ouais, et puis bon, une équipe monégasque avec quelques nouveaux, hein, tu l'as dit, puis je trouve Andrew Lanteriminé et Valentin Dervieux qui s'en sont bien sortis puisqu'ils ont été buteurs tous les deux, hein, respectivement 2 buts et 1 but, que pour des 2011, ils ont quand même bien participé à la fête. Et après, alors un joueur que j'avais pas vu il y a plusieurs joueurs que j'avais pas vu leur nom, mais là j'ai un Angelos Alpertis. Ouais, c'est un 5 buts. Ouais, c'est un 2010, Alors donc, comme son nom l'indique, c'est un Grec. Il joue en équipe de Grèce chez les jeunes. Donc, à chaque fois que le sélectionneur de la Grèce des U16 fait appel à lui, écoute, il y va. Il fait régulièrement partie, voire toujours partie de cette équipe. Et puis, je te dis, hein, Monaco a une qualité de formation qui leur permet. Alors,
il y a un jeunisme assez incroyable parce que t'avais un 2010 et deux 2011. À eux trois, ils ont mis 8 buts dans le match, mais Angelo, ça fait un bon match, très bon match. Et puis c'est un joueur qui a pas peur de prendre sa chance, qui a un bon shoot, qui nage vite, qui met des contre-attaques. Donc voilà, heureusement qu'ils ont ça parce que quand tu perds des joueurs à l'étage supérieur, il faut que tu arrives à réapprovisionner en dessous. Mais là, ils ont une moyenne d'âge d'équipe qui est quand même assez. Si t'enlèves Florian Payan qui a 35 ans, le reste c'est tout de suite des 2007. Donc je pense que le plus vieux c'est un 2007 à part Pablo Lotero. Donc oui, effectivement, il y a un renouvellement et c'est bien. Ouais, c'est bien. Et puis pour qui s'est bien illustré dans ce match, je vais pas tous les faire, mais on a Lucas Barnat aussi avec 5 buts. Et de l'autre côté, on a quand même aussi 2 buteurs qui ressortent. Matteo Fedrigo avec 5 buts et Chieb Ibn Alj Khalifa avec 4 buts côté Givordin. Ouais, Givor avait pas assez d'armes, mais j'ai vu je sais pas comment il s'appelle, le numéro 7, c'est quand même un bon petit bras qui part vite quand même. Ben c'est lui, Matteo Fedrigo. Ouais, un bon petit bras qui a bien transpercé Camille Dervieux sur 2-3 shoots et je l'ai trouvé pas mal. Donc écoute, c'est bien aussi d'avoir de ressortir les joueurs même dans la défaite, de ressortir des noms. On avait ensuite un match qui opposait donc Livry-Gargan au promu des Canards Rochelais. Et là, c'est le match de plus serré. Donc Livry, qui est un petit peu annoncé comme un prétendant aux places d'accession peut-être en élite, en tout cas dans les premières places. Une équipe avec des joueurs qui se connaissent et donc qui s'impose 18-11. Ouais, écoute, Livry qui avait fini 4e l'année dernière. 4e, donc écoute, avec les départs de Douai de Bordeaux et puis la perte quand même de joueurs importants pour Monaco, on peut penser légitimement que Livry écoute, à part Marseille qui va quand même à mon avis être difficile à battre, quoique Livry va postuler comme tous les ans à peu près au podium. Et puis écoute, La Rochelle qui est nouveau à ce niveau-là et qui écoute, une défaite certes, mais à l'extérieur contre un prétendant, il n'y a pas à rougir. Bravo à eux parce que ils finiront pas sur difficile de sauter de division, mais ils finiront pas je pense dernier. Il faudra s'accrocher puis gagner les matchs qu'ils peuvent gagner, mais c'est plutôt pas mal pour eux. Oui, puis on disait tout à l'heure, qu'il faut jouer les 4 périodes. Bon, après, peut-être que Livry s'est relâché, mais dans la 4e période, match nul, 4 partout. Donc, La Rochelle, peut-être équipe à suivre, et on espère, pour eux, c'est toujours mieux pour un promu, qu'ils arriveront peut-être à se maintenir. Bon, ça fera les déboires d'autres équipes, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir de nouveaux venus dans cette division. Match suivant, Mulhouse, pareil, prétendant, je pense, aux premières places, qui recevait Saint-Jean d'Angély. Saint-Jean d'Angély qui est depuis un petit moment un peu en difficulté, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, puisqu'ils se sont pas engagés chez les filles. Et donc là, à l'extérieur, qui perdent 26-11. Ouais, écoute, Saint-Jean en difficulté, comme tu l'as dit. Et puis, c'était pas le meilleur déplacement quand même que d'aller à Mulhouse quand t'es en difficulté, parce que Mulhouse, alors c'est la première de Nicolas Giuseppi à la tête de cette équipe. Et puis, Mulhouse, comme tu l'as dit, fort justement, aura des ambitions cette année. L'année dernière, ils ont fait un bon championnat, ils avaient battu Monaco. Et je pense qu'ils ont quelque chose à faire de ce championnat de positif. Et donc, écoute, ils commencent par un match assez facile pour eux où il y a pas grand chose et l'écart est trop grand entre les deux équipes. Donc, mais Mulhouse à suivre, Mulhouse, Livry, Marseille, Monaco. Je pense que avec une petite Arne qui est toujours un peu pénible à jouer chez lui, mais on va tourner autour de ça pour les places d'honneur. Bonne transition puisque dernier match de cette journée, Arne qui recevait le Racing Club de France et qui s'impose assez facilement, même si à la mi-temps il y avait 9-7, mais qui s'impose 20-11. Ça confirme ce qu'on venait de dire. Arne chez lui, dans son bassin, toujours difficile à manœuvrer.
et puis qui fait le job contre le Racing, qui l'année dernière, qui s'en était pas trop mal sorti, mais il y a un écart quand même entre le top 5 et le reste du plateau. Une petite tendance, effectivement, et je te rejoins sur... il se trouve qu'en plus, c'était que les équipes qui ont reçu et toutes les équipes qui se sont imposées, mais je pense qu'en haut de classement, on ne verrait pas forcément dans cet ordre-là, mais retrouver effectivement Marseille, Monaco, Livry, Mulhouse et Arles, qui devraient jouer les premières places. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur la partie championnats nationaux, et il n'y avait pas que ça pendant ce week-end, puisqu'on avait aussi nos deux représentants féminins, que ça soit Lille ou Nancy, qui disputaient les tours préliminaires pour la Champions League. On avait Nancy qui était opposé à Dunausvaros et les hollandaise de Dezan, et Lille était opposée à Spandau et à Limos. En tout, il y avait 4 poules de 3 équipes, donc 2 matchs à disputer. Et lors de la première journée, donc on avait seul Nancy qui était dans le bassin et qui est lourdement défait par Dunausvaros 27-6, après avoir quand même encaissé en première période un 7-1. Troisième période 10-0 et quatrième période 8-2. Ouais, Christophe, pas facile de commenter. L'écart est abyssal. On a vu des fois que Nancy perdait quand même avec un très gros écart déjà contre Lille. Donc on va voir que Lille aussi perd ses matchs de manière assez incroyable au niveau du score. Donc j'attendais pas grand-chose de cette Coupe d'Europe féminine, mais le polo féminin... le polo masculin est un peu en danger, mais le polo féminin, il y a absolument pas de densité de joueuses. Et donc, écoute, tu vas dérouler le reste des résultats, mais 27-6, je te laisse annoncer la suite, mais c'est assez catastrophique quand même. On va rester sur Nancy, qui disputait, donc qui avait un jour de repos entre les deux, puisque le premier match était le vendredi. Et là, pour leur deuxième match le dimanche, donc contre les Hollandaises, elles perdent aussi lourdement, un peu sur presque une même physionomie de match, 26-4, en prenant un 6-1, 9-0, 6-1 dans les 3 premières périodes. Et puis après, je pense que les Hollandaises se sont un peu relâchées, c'est un peu plus serré, 5-2. Et donc, elles finissent dernières et éliminées de cette Champions League. Alors, les deux cas sont pas tout à fait les mêmes, parce que Nancy a pas les mêmes moyens que Lille. Donc, Nancy fait un peu comme il peut avec ce qu'il a. Je trouve, par contre, on a déjà parlé pas mal de fois, que le projet de Lille de n'avoir que des étrangères et pas de formation, et donc qui caracole en tête du championnat, mais on s'aperçoit que quand tu mets le nez à la fenêtre en Europe, tu te fais rouster dans les grandes largeurs, et ça me gêne un peu parce que j'ai rien contre le principe des étrangères et de gagner le championnat si t'avais un développement européen et que tu permettais d'aller loin. Marseille chez les garçons a 7 étrangers, mais a des ambitions européennes et va au Final Four. Quand ils vont pas au Final Four, il faut quand même, ils rivalisent avec tout le monde maintenant en Europe. Donc voilà. Mais là, Lille fait peu ou prou les mêmes résultats que Nancy, avec des moyens bien supérieurs. Donc je sais pas si c'est le bon schéma pour développer le polo. Je pense pas. Oui, pour illustrer, donc Lille jouait contre Alimos, les Grecs, et défaite 21-11 dans ce premier match. Et deuxième match et deuxième défaite contre Spandau, 18-12, donc un match un peu plus serré, mais avec une deuxième période un peu rédhibitoire en encaissant un 8-2. Elles étaient au contact à la fin de la première, 2-2. Mais ça n'a pas suffi, et Spandau qui remporte le tournoi puisqu'elle gagne dans un match serré contre Alimos juste avant. Donc Lille qui sort à nouveau de la Champions League aussi. Et par rapport au recrutement, c'est vrai qu'il y a, je crois, encore beaucoup d'étrangères, mais de ce que j'avais un peu vu sur leur communication, elles ont côté de l'équipe lilloise beaucoup de jeunes.
même des étrangères, mais assez jeunes, qui démarrent des fois à 16 ans. Donc peut-être on aura plus de détails lorsque le championnat aura commencé. Mais quand on voit le résultat, je ne sais pas si finalement le projet de Lille cette année, c'était véritablement de s'illustrer en Coupe d'Europe, mais plutôt peut-être, en tout cas comme ça, des noms que j'ai vu passer et l'âge des jeunes filles, peut-être travailler un peu plus sur le long terme et reconstruire quelque chose peut-être de plus solide. Ouais, quand tu vois l'Allemagne, parce que Spandau, donc l'Allemagne est pas au niveau international et pas quand même présent. C'est pas des cas d'or. Donc ton champion de France qui lui a une équipe nationale quand même c'est là la limite des étrangères. Ton champion de France qui devrait être alimenté par des joueuses françaises et donc être performant devrait battre le champion d'Allemagne, puisque ton équipe nationale bat l'équipe d'Allemagne bat l'équipe d'Allemagne régulièrement, et là tu t'aperçois quand même que c'est -6 parce que t'as pas beaucoup de Françaises qui jouent, t'as beaucoup d'étrangères. Donc je sais pas, ça fait longtemps que ce mode de travail est présent à Lille. Écoute, je vois pas trop le but recherché, mais on va faire confiance aux dirigeants lillois pour un jour on aura peut-être Monsieur Landron qui viendra à notre micro pour nous expliquer. Je sais pas, je comprends pas qu'en 10 ans tu puisses pas mettre en place une formation. C'est si tu mets pas en place une formation, c'est que c'est une volonté ou un manque de volonté. Ouais, on essaiera effectivement d'avoir des réponses à travers les dirigeants lillois et qui pourront nous expliquer un peu leur projet. En tout cas, s'ils nous écoutent, nous les accueillerons avec plaisir. Ils peuvent nous envoyer un petit message. Donc lapointe.wp@gmail.com et on pourra ensuite caler ça. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu malheureusement sur les performances françaises en Champions League féminine. Nous n'aurons pas de représentante sur le niveau supérieur. Je te propose de passer donc à un nouveau sujet. Se poser beaucoup de questions sur l'INSEP. On a parlé de la Nationale 1 tout à l'heure, qui n'a pas encore fait son premier match, puisque je crois que ça sera même ce soir, qu'on a la liste des joueurs qui ont été retenus à l'INSEP et pas mal de joueurs donc qui sont âgés entre 2008 et 2011 pour les plus jeunes. Dans cette équipe, on a alors 2 joueurs du Pays d'Aix natation. Donc on a Vadim Grutz et Andrea Fourton. Ensuite, on a toute une série de joueurs de Taverny. Donc on a Paul Lipao, qui est un 2008. On a Erwan Arani, 2009. Ensuite, on a Hugo Joly-Vendreau. What's up, college football fans? Bussin' with the Boys is here to let you know that every college football Saturday, FanDuel's dropping profit boosts that can turn wins into bigger wins. Whoa, that's so great. We should rename Saturday Booster Day. Ooh, how about Saturday Boost? What about Boostin' Saturday in the USA? Hear me out. The great FanDuel Saturday Boost-tacular. Wait, FanDuel's Boosty Boost Saturday. I don't love that one. Yeah, I knew it as soon as I said it. But I love that you tried. Thank you. So Booster Day? Yeah, buddy. Booster Day. FanDuel lets you play your game any way you want with a college football profit boost every Saturday. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. An upper corner shot's just deflected by the goalie. It's a corner kick. Wow! Incredible! Beautiful shot! No, that fan earned 2% cash rewards buying Pulisic merch. They're using the Active Cash Visa credit card from Wells Fargo, which scores unlimited 2% cash rewards on purchases. Scoring 2% more. Wonder what that's like. Oh, it's like... Go! Score off the field with the Active Cash Visa credit card from Wells Fargo. Terms apply. Visit wellsfargo.com/activecash. Visa, worldwide partner of FIFA World Cup 26. Impressive.
qui fait partie de cette équipe, et enfin Théo Leitman. Donc je sais pas s'il participait déjà ou il s'entraînait déjà avec l'équipe élite, mais en tout cas cette année ils joueront en National 1 avec l'INSEP. On a pas mal de joueurs quand même de la région parisienne, puisqu'on a des joueurs de Livry-Gargan, on a Nassim Zeloufi et Ryan Ben Yefla, donc je m'excuse peut-être pour la prononciation. Ensuite, on a un joueur de Pont-de-Clé, Nicolas Lombardo, un joueur de La Rochelle, donc peut-être qu'il aurait pu jouer dans son équipe, mais peut-être que peut-être qu'il était un peu juste et du coup préfère s'aguerrir avec d'autres jeunes aux côtés de l'INSEP et avoir plus d'entraînement. Donc on a Emran Texier qui vient donc de La Rochelle, plusieurs joueurs de Shell, de l'AS Shell, donc on a Léo Couder, Camille Daly et Lévon Papazian. Je pense qu'il n'y a pas de rapport avec la famille de Richard Papazian à Nice, mais en tout cas, ils portent le même nom. Toujours en région parisienne, alors on a de Choisy-le-Roi Mathis Louis Madawi-Caillé, et enfin on a le joueur de Granville Joseph Quatrevaux. Voilà pour l'effectif de l'INSEP pour la saison à venir, normalement, mais on a appris de sources presque sûres, je vais dire comme ça, que y avait déjà quelques petits problèmes d'intégration à travers du bizutage, et certains joueurs seraient déjà en conseil de discipline, et d'après mes informations, je crois que c'est 6 sur les 14 joueurs ou un petit peu plus là qui sont dans l'effectif. Donc à voir ce qui va se passer, et si les joueurs vont être exclus, peut-être que ça sera déjà, j'allais dire, peut-être la fin de carrière, parce que retourner dans leur club sera pas forcément évident. Est-ce que tu as des petits commentaires à nous faire sur cette liste, Frédéric? Aucun Christophe, je les connais pas, à part le petit Joseph Quatrevaux que j'ai eu pendant 2 mois à Granville. Le reste, je ne les connais pas, donc je me permettrai pas de juger. Je suis pas non plus au courant de l'affaire que tu as citée, mais écoute, on va voir comment ça se développe. On verra au fur et à mesure les résultats en championnat, et puis en espérant que ces joueurs-là se développent. Et puis non, j'ai pas grand-chose. L'INSEP, c'est un outil qui est bien pour les joueurs qui viennent de clubs qui peuvent pas proposer forcément une structure adéquate pour pouvoir progresser, mais des clubs comme Marseille, Aix, je vais pas tous les citer, mais qui peuvent proposer un volume d'entraînement et une qualité d'entraînement égale ou supérieure à l'INSEP, n'envoient pas leurs joueurs. Donc c'est bien pour des joueurs un peu moins moins d'opportunités d'intégrer l'INSEP, en espérant qu'ils arrivent à mener à bien ce double projet et qu'ils progressent au niveau poloistique. Oui, on leur souhaite de progresser, de bien profiter de cette saison au sein de l'INSEP, et de pouvoir disputer ce championnat N1. Toujours en rapport avec l'INSEP, je vais saluer Pascal Hilbert, qui s'occupe désormais, qui a désormais le poste de responsable du pôle FFN à l'INSEP. Donc, je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions, en espérant qu'il aura autant de succès que lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Pour clôturer cet épisode, quelques informations aussi qui sont presque officielles. L'information officielle ne devrait pas tarder à sortir, et elle concerne l'équipe de France A, puisqu'on a eu presque la confirmation, puisque rien n'est officiel pour l'instant, mais on avait entendu des bruits de couloir, on en avait parlé notamment avec Hugo Fantani, on avait que Veljko Kobečak deviendrait ou serait l'entraîneur principal de l'équipe A. J'allais dire presque sans trop de surprise, on s'en doutait, mais on sait bien qu'il puisse rester au sein de l'équipe A. Et là, petite nouvelle qu'on n'a pas forcément vu venir, mais l'assistant devrait être Olivier Chandieu, l'entraîneur de Strasbourg.
Et Florian Bruseau, donc l'ancien ou l'ex-entraîneur de cette équipe de France, lui passe du côté de la performance au sein de la fédération. Est-ce que tu as des petits commentaires à nous faire sur cette annonce, Frédéric ? Non, alors c'est un scoop parce que on en était resté à Alexandre Donci. Alors Kobechak, bon, on savait que c'était dans les tuyaux, mais on savait que ça allait. Il manquait plus que la confirmation, mais ça va venir. Mais on en était resté à Alexandre Simoni, adjoint de Florian Bruseau, donc notamment sur la Coupe du Monde à Oradea et puis sur les stages un peu avant et après. Et puis, écoute, alors je ne sais pas, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Est-ce que c'est Kobechak qui a voulu avoir Olivier Chandieu avec lui ? Est-ce que c'est Alex qui a cédé la place parce qu'il a peut-être un autre projet ou je sais pas. Écoute, en tout cas, écoute, Olivier, c'est bien pour lui. C'est bien pour l'équipe de France aussi. Olivier, il est connu et reconnu pour sa rigueur. C'est quelqu'un qui a entraîné quand même Marseille, qui entraîne Strasbourg, donc qui a un long passé, que ça soit de formateur et puis d'entraîneur chez les seniors. Donc, écoute, on va souhaiter bonne chance à cet attelage-là. On l'aurait souhaité évidemment aussi si ça avait été Kobechak et Alex. J'attends quand même l'officialisation parce qu'on est quand même en octobre. Et le championnat d'Europe est début janvier avec une longue trêve quand même qui a été annoncée. Donc, je sais pas s'il reste des détails à peaufiner, mais ça serait bien quand même qu'on ait l'officialisation. Écoute, Kobechak, c'est dans la continuité de ce qui a été fait en équipe de France depuis 3 ans. Donc, grosso modo, quand il était adjoint de Florian Bruseau, avec des fois un rôle un peu supérieur à un adjoint, parce qu'il y a pas mal de fois, il prenait le lead quand même sur les choses. Et puis Olivier, c'est un vieux routier de l'élite et qui fera, j'en suis à n'en pas douter, j'en suis certain, un très bon adjoint. Et voilà, écoute, on va souhaiter bonne chance à notre équipe de France avec ce nouvel attelage. Complètement, on souhaite bonne chance donc à cette nouvelle équipe pour donner le meilleur d'eux-mêmes avec les joueurs dans cette équipe de France et qu'on espère voir briller au prochain championnat d'Europe à Belgrade, où on avait dit que ça se passerait dans l'aréna de Belgrade et les travaux apparemment ont déjà commencé pour configurer ça. Donc avec une grosse affluence prévue, je crois que c'est entre 15 et 18 000 personnes autour du bassin. Donc il y a des matchs qui seront bien animés, d'autres peut-être effectivement un peu moins. Je pense que peut-être à France-Malte, je suis pas sûr qu'on ait 18 000 personnes dans la tribune, mais en tout cas un bel écrin pour accueillir notre sport favori. Voilà. C'est la fin de ce 7e épisode. On espère que vous aurez pris connaissance de tous les résultats du week-end dernier. Que le week-end prochain, on sera sur un week-end de Coupe d'Europe, donc à suivre Montpellier et Aix-en-Provence qui sont en Eurocup. Donc on vous donnera tous ces résultats la semaine prochaine et en attendant, profitez bien de votre semaine et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous, ciao. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. Bussin' with the Boys is here to let you know that every college football Saturday, FanDuel is dropping profit boosts that can turn wins into bigger wins. Sounds like we should rename Saturday Booster Day. Nice. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
At Capella University, we believe accessible education can make a difference in people's lives. That's why we offer scholarship opportunities to all eligible students. Whether you're considering a bachelor's, master's, or doctoral degree, our teams will walk you through the process and help you get the savings you're eligible for. Furthering your education is an investment in yourself. Entonces, ¿qué estás esperando? Un futuro diferente está más cerca de lo que crees con Capella University. Learn more at capella.edu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.